Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une vidéo de la nouvelle version d'Arkham Horror, c'est la 3e édition du jeu. Donc jeu coopératif pour 1 à 6 joueurs, qui va une fois de plus nous confronter au mythe de Cthulhu de Lovecraft. Donc cette 3e version d'Arkham Horror, c'est une VO pour l'instant, évidemment c'est du FFG, donc ça sortira sûrement en France soit l'année prochaine, soit à la fin de l'année, je ne sais pas. Moi j'ai pas attendu, j'ai voulu prendre la VO pour voir si c'était intéressant, j'ai déjà la 2e édition. Et je voulais voir un peu les changements et comment ça jouait, et si ça donnait plus envie de sortir, déjà pour que ce soit un peu plus simple. Pas que le jeu soit... Enfin, la 2e édition était complexe parce que beaucoup de règles, parce que c'est pas un jeu récent, et avec l'habitude maintenant de FFG de ressortir ses titres en fluidifiant ses règles et en renouvelant l'expérience, ça pouvait valoir le coup pour ressortir plus souvent ce jeu que j'aime beaucoup, enfin tous les jeux d'ailleurs qui parlent du mythe de Cthulhu, j'aime beaucoup. Donc voilà la belle boîte. Les illustrations, je vais faire un commentaire dessus parce que j'ai l'impression que les illustrations de toute façon, depuis qu'ils les ont eues et sûrement payées, c'est toujours les mêmes dans tous les jeux qui concernent le mythe. J'ai pas souvent l'impression qu'il y ait des dessins originaux, j'ai l'impression de toujours voir les mêmes. Vous allez voir qu'au niveau des personnages, pour ceux qui ont la totale des contrées de l'horreur, ou le signe des anciens, ou les anciennes versions d'ailleurs d'horreur Arkham, vous allez reconnaître les têtes, c'est exactement les mêmes, je suis même pas sûr qu'il y ait un traitement graphique dessus. Bref, on est en terrain connu pour ce qui est des illustrations, même si, malgré tout, elles sont correctes. Donc, assez parlé, ça c'est le dessus de la boîte, je vais le mettre beaucoup plus loin. Je vais commencer par une présentation des composants du jeu. Peut-être il y a moins, déjà il n'y a pas de plateau central. Alors pourquoi il n'y a pas de plateau central dans le jeu ? Parce que le plateau va être composé de sortes d'hexagones qui vont représenter les différents lieux d'Arkham. Donc voilà les hexagones, façon puzzle, donc on voit qu'il y a des encoches façon puzzle ici. Donc ça c'est un quartier, avec le nom du quartier ici, Rivertown. Donc les tuiles sont recto verso, donc ici on a East Town derrière. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas avoir les deux quartiers en même temps sur le plateau, c'est prévu pour avoir une variété de quartiers et les deux en même temps potentiellement. C'est-à-dire que le East Town ou le Rivertown, je le trouverai sur un autre plateau aussi. Donc voilà le quartier, illustrations sans être extraordinaires qui sont correctes. Quand on se rapproche, il y a pas mal de détails. Ici, on a les lieux dans le quartier, donc auquel on fera référence dans le jeu via des cartes, et les petits symboles au-dessus, ça indique seulement ce qu'on risque de trouver quand on sera dans ces quartiers-là. Donc par exemple, donc ici la police station, ça veut dire qu'on risque d'avoir des actions qui vont dépendre du lieu où on se trouve, et le plus parlant, en même temps je vais vous faire voir les tuiles, donc on a Northside, Downtown. Donc vous voyez, c'est quand même, enfin, en regardant de près, elles sont sympas. Hein. Quand elles sont posées à plat de loin, ça fait rien de spécial. Quand on les regarde un peu plus en détail, c'est assez sympa. On peut voir ici des sortes de tentacules en ombre, je crois bien. Et je pense que ça regorge de petits détails. Il faudrait y passer un peu de temps. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir ? C'était dans quel quartier ça se trouve ? Évidemment, je ne vais pas le trouver. Je voulais trouver le... Voilà. C'est sur la première tuile, évidemment. Ici, on a le General Store. Ça veut dire que les actions pour acheter des équipements, je crois que c'est le seul endroit où j'en vois comme ça. Ici, il y a de l'argent. On peut donner de l'argent. Et ici, c'est les cartes équipements communes. Donc, ça veut dire qu'il faudra être plutôt sur ce lieu pour avoir des possibilités d'acheter du matériel. D'accord, ça n'arrivera pas forcément ailleurs. Il n'y a pas d'action achetée dans le jeu. L'action, si elle est disponible, ce sera via une carte. Donc ce n'est pas une action qu'on pourra faire en permanence et on ne pourra pas équiper ses personnages comme un malade pour les préparer. Donc voilà, le plateau de jeu il va être comme ça, et vous allez me dire, oui, mais comment ça se rejoint ? Eh bien, évidemment, les quartiers sont reliés par des routes.
Et les routes, alors, première déception peut-être du jeu en fait, le petit point fâcheux du jeu, ce sont ces pièces de puzzle qui graphiquement sont plutôt moches. Franchement, le gros côté blanc, je vois pas l'utilité. Si c'est pour dire, enfin surtout sur le côté, parce que si c'est pour dire que voilà, les pièces elles vont se placer comme ça quand elles vont rentrer dedans en plus. C'est pas toujours le cas. Ici par exemple on a un problème avec celle-là. J'en prends une autre. Donc voilà, le petit défaut du jeu c'est ça. Donc parfois ça rentre bien. Et donc voilà, si je mets un autre quartier avec. Voilà, on a les deux quartiers qui sont reliés par une ville. Donc sur les quartiers, sur les zones des quartiers, on a vu qu'il y avait des petits icônes pour dire ce qu'on pouvait trouver potentiellement sur les rencontres. Ici sur les routes, donc vu que l'illustration elle est moyennasse, on a un petit symbole qui indique le type de... Enfin c'est pas des routes, c'est des rues. On indique le type de rue. Donc on aura des rencontres différentes en fonction du type de rue dans lequel on se trouve. Et donc le plateau de jeu sera constitué comme ça, avec les rues et les quartiers. Donc ça c'est pour le plateau. Donc ça c'est déjà la première évolution du jeu, parce qu'avant on avait un plateau fixe pour faire le jeu. Ensuite, on passe en terrain connu avec les feuilles de personnages. Donc les feuilles de personnages, vous allez reconnaître vite les illustrations. Dès qu'on les ouvre, on se dit mais j'ai rouvert mon ancienne boîte, j'ai ouvert les contrées de l'horreur, non. Mais ce sont les mêmes personnages, donc forcément quand on a collectionné toutes les extensions des jeux FFG sur le mythe, eh ben, on les connaît tous. Alors je sais pas s'ils ont donné un effet sur le bord pour faire vieille carte. Bon après, elles restent sympas, c'est toujours du souple, mais vu qu'il y en a beaucoup, ça dérange pas. Alors chose intéressante, donc ici on a les équipements de départ, comme dans beaucoup de jeux, avec un équipement à choisir au début pour certains équipements, bon, ils sont obligatoires, enfin on les a tout de suite, et après on a un choix parmi deux à faire, parmi deux ou parmi trois, souvent parmi deux je pense. Ici on a un petit background du personnage, et ensuite on a des rôles. En fait, à la façon d'un jeu vidéo, on a un peu les rôles que ces personnages-là peuvent avoir dans le jeu, des sortes de types, des catégories. Et comme ça, pour certains scénarios, parce que le jeu est basé sur des scénarios, autre nouveauté, eh bien, on va nous conseiller de prendre au moins un rôle comme ça, un rôle comme ça et un rôle comme ça. Donc ici, on a par exemple lui, son rôle premier, c'est gardien ou survivant. Ici, c'est voleuse, un chercheur, un voleur, voilà. Donc ils peuvent avoir différents rôles. Et ils expliquent pourquoi. Voilà la phase du personnage. Derrière, ce sera ce code-là donc ça c'est pour la mise en place, la sélection. Et on retournera pour jouer sur ce côté-là, avec les caractéristiques. Donc ça a changé par rapport à la version précédente, hein, vraiment. On retrouve les caractéristiques de base, lore, influence, observation, strength et donc force, volonté. Les points de vie, la santé mentale, comme dans tous les jeux. Là, pour le coup, les icônes, alors on les a vues dans toutes les formes. Hein. Petite nouveauté, on a une focus limit. Donc il y a une notion de focus dans le jeu. J'expliquerai en quoi elle consiste. Donc on a une limite de focus. Je vais d'ailleurs expliquer tout de suite à quoi ça... Tant qu'à faire, on en parle. Donc en fait, dans le jeu, il y a une action qui permet de faire un focus. Ça veut dire d'augmenter. Alors ça peut venir par une action ou par autre chose, hein, mais d'augmenter, de prendre un pion par exemple pour faire un focus sur la force. Donc ça veut dire que ce pion de focus là, il va me servir. Donc si je le garde, il augmente ma force. Il la fait passer à 4. Et tant que je l'ai, elle est à 4 ma force. Ce jeton, je peux m'en servir pour relancer un dé. Donc je le défausse pour n'importe quel test, hein, que ça soit de la force, observation, influence, lore ou will. Je peux le défausser pour relancer un dé. Mais à ce moment-là, je le perds et je n'ai plus 4 en force, j'ai que 3. Mais tant que je l'ai, ce jeton, j'ai bien 4 en force. Et voilà. Le focus limite, c'est quoi ? C'est le nombre de jetons qu'on peut avoir en même temps. Donc je peux pas, par exemple, ce personnage-là, Tommy Muldoon, ne peut pas avoir un jeton focus sur chaque caractéristique. Par contre, il peut très bien en dépenser un pour en prendre un autre. Il sera limité.
ici, Jenny Barnes, elle n'a qu'un focus de 1. Et par contre, Rex Murphy, il a un focus, vous allez voir, qui est illimité. Oh, il est cheaté ce personnage. Non, en fait, c'est que Rex Murphy, ses succès au lancer de dés ne se font que sur des 6. Donc on revient par contre à cette méthode des succès et des succès sur 5-6, sur un dé à 6 faces. Ça change pas, on reste dans le classique. Mais bon voilà, ce personnage-là, il réussit que sur des 6. Mais par contre, il peut faire un focus, il peut avoir un pion, c'est un pion maximum hein, pour chaque caractéristique, donc 5 pions au maximum. Puisque au-delà de la limite, on peut augmenter une caractéristique que de 1. Donc avoir un seul focus par caractéristique. Sur la fiche de personnage, on a des actions individualisées, donc spécifiques au personnage, qui sont décrites ici, soit passives, comme le fait de réussir que des tests sur du 6, soit actives, à ce moment-là il y a marqué le mot action ici, qu'on peut utiliser pendant le jeu. Elle a une capacité passive. Donc voilà pour les fiches de personnage, pas grand chose de plus. Dans le jeu, dans la boîte de base, vous avez 12 personnages. Donc Rex Murphy, Jenny Barnes, Tommy Muldoon, Norman Withers, Minty Fan, Magdalene, ouais. Bref, vous allez tous les reconnaître, puisqu'en plus, pour ceux qui ont fait le JCE, bah, par exemple, dans la boîte base du JCE, on avait Wendy Adams, Agnès Baker. Voilà, donc des personnages connus, adaptés au jeu de plateau, nouvelle version. Donc on en a 12, ça donne du choix hein, quand même. Ça donne du choix. Ensuite, on va passer à la partie consistante et qui peut changer un petit peu le jeu. Alors, entre classique et nouveauté, on va passer aux jetons. Et on passera aux cartes après. Dans les jetons que j'ai mis tout de suite dans une petite boîte de rangement parce que c'est quand même pratique, plutôt que des sachets plastiques, ça permet d'ouvrir la boîte et de jouer tout de suite. On a les jetons de focus. Donc, vous voyez, les jetons de focus, c'est 1+1 pour les caractéristiques. Vous en avez pour toutes les caractéristiques. Jetons de focus. L'argent. Donc l'argent est représenté sous forme de liasse de billets de 1 ou 5. On reviendra plus tard sur le rôle de l'argent. Ici, ce sont les jetons, les mythos tokens, donc les jetons du mythe. Et ils vont avoir une importance assez importante dans la mécanique du jeu. On y reviendra. Donc on a différents styles, différentes couleurs, et même des vides. Alors si jamais vous avez le jeu et que vous dépunchez, ne jetez pas ceux-là. Ils sont utiles, hein. Ils ont des blancs. Ensuite, on a des jetons d'action. Donc ça sert pour les joueurs, pour indiquer qu'ils ont fait leur action, et indiquer leur statut, où est-ce qu'on en est. Comme ça, on s'y perd pas dans le tour de jeu. Et il y a un jeton différent, ils sont recto-verso, un côté sombre pour dire que ça y est, c'est terminé, et un côté visible, et il y en a un qui est comme ça avec une lampe. Ça permet d'indiquer le leader du groupe. D'accord ? Donc on choisit un leader en début de scénario, et ce sera lui le leader. Ça n'influence pas le tour de jeu. Le tour de jeu, vous allez voir, est plutôt souple. On joue dans l'ordre que l'on veut. C'est-à-dire que le premier joueur, c'est celui qu'on a envie de faire jouer en premier. Et après, c'est pas forcément dans le tour... dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est comme on veut, à chaque fois. Ici, on a des marqueurs. Donc ces marqueurs vont permettre de créer des éléments aléatoires dans le jeu. Donc ils ont un côté point d'interrogation, et un autre côté avec une couleur. Il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du blanc, il y a plusieurs bleus peut-être. Voilà, ils auront une fonction au niveau des cartes de scénario. Donc, ils arriveront dans le jeu en position le plus souvent point d'interrogation. On pourra dépenser une action pour découvrir ce que c'est, mais là encore c'est contextuel et ça dépendra des scénarios. Et voilà, ils auront des rôles différents selon les scénarios. On n'oublie pas les jetons, ceux-là ils auraient pu en faire dès le départ et les vendre séparément. Des pions de santé mentale, des points de vie, enfin des points de blessure en fait. Comme dans beaucoup de jeux FFG. On a fait le tour des tokens, il en reste quelques-uns. Ça, ce sont les jetons anomalies. Donc je les ai vus utilisés sur un scénario, ça ne veut pas dire qu'ils seront disponibles dans tous les scénarios.
Ils sont placés, voilà. Là, pour le coup, ils sont contextuels. Mais c'est une règle du jeu. Donc les anomalies, c'est un moment quand il y a trop de choses bizarres qui se passent. Au lieu d'avoir des rencontres qui sont liées au quartier, on a des rencontres qui sont liées aux anomalies et donc qui sont un peu différentes. Et sur le scénario que j'ai déjà joué, ils ont une grosse influence. Donc il faut limiter leur apparition. Les règles d'apparition de ces marqueurs anomalies peuvent dépendre également du scénario. Alors, depuis tout à l'heure, je parle de scénarios. Donc là, je repasse les rues ici. Les scénarios, dans la boîte de base, vous en avez 4. Donc celui qui est recommandé pour commencer, c'est celui-là, Approach of Azathoth. Donc chaque scénario, vous allez avoir une phase par laquelle on commence, qui est le setup du jeu. Et vous voyez que la carte de la ville, elle va dépendre du scénario. Alors je pense qu'il n'y a rien qui pourra les empêcher à l'avenir de créer des scénarios sans, en faisant placer une partie invisible et tirer, pourquoi pas au hasard, un lieu, ou le faire apparaître que plus tard. Mais sachant que pour l'instant on n'a que 5 tuiles, de toute façon on sera limité forcément au nombre de tuiles qui représentera la ville. Donc ici, je vais rester sur 1 au lieu de tout le temps bouger. Voilà, on va placer le scénario, ça indique le nom des quartiers. Ici, on va sur le scénario, on va nous indiquer la création du deck de monstres. Donc le deck de monstres va varier en fonction des scénarios. Donc on n'aura pas tous les monstres du jeu à chaque fois qui risquent d'arriver. La Mythos Cup, donc on va constituer les jetons qu'on va pouvoir piocher, les jetons mythes qu'on va pouvoir piocher. Donc les fameux jetons que je vous ai montré ici, que je vous ai dit que c'était très important. Et ben on va les rassembler, ils sont indiqués dans le scénario, on va les mettre ensemble. Et évidemment, ça aurait été trop bien qu'ils mettent un petit sac pour pouvoir les piocher, avec un petit sac, avec un petit signe des anciens. Depuis le temps FFG, ce serait un petit goodies sympa à mettre dans vos jeux. Moi tant qu'à faire classe, j'ai un petit sac Mont Blanc, hein, voilà, et je mets les jetons mythes dedans. Donc ça c'est la Mythos Cup, et vous voyez on ajoute 3 blancs, et on ajoute différents types de jetons. Ici, on aura également, en fonction du setup, l'indication de jetons. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour tous les scénarios, sinon à chaque fois. Il y a des jetons Doom qui sont placés. Les jetons Doom, c'est ceux-là. Ah oui, mais j'ai même pas fait voir les jetons Doom, je suis un peu passé dessus. Les jetons Doom, donc, qui sont à la fois indices, les fameux jetons indices d'Arkham, et les Doom tokens de l'autre côté. Et ici, on a les restes de monstres. Donc on peut récupérer des bouts de monstres, des bouts de tentacules qui ont une action dans le jeu. Donc voilà, sur le scénario, on va pouvoir placer les Doom tokens. On a le type des rues aussi à placer. Hein. Donc il n'est pas aléatoire, on match avec le symbole sur donc le verso des tuiles, ils sont tous en type forêt. Et de l'autre côté, on a le type ici qui indique ce que c'est, comme ici c'est un petit lampadaire, même s'il n'y a pas de lumière dans la rue d'ailleurs. Et on match avec ça. Une fois qu'on a placé les monstres de départ, ils vont être placés, il me semble, je ne sais plus comment j'avais fait hier. Je vais reprendre ma carte. Ah si, en fait ici dans le scénario, on vous indiquera déjà le point de départ des aventuriers aussi, qui se trouve ici. Et normalement, il me semble que les deux autres ici, là, les 2 points, ce sont les monstres de départ qu'on place au début. Et enfin, et ici il est marqué le type de monstre. Donc ici c'est Robbed Figure. Et forcément les Robbed Figures en type de monstre, ils sont dans la liste qui se trouve ici. Il y en a 3 et on en place 2 au départ. Et le Finalize Setup, c'est le fameux codex. Alors le codex, on va passer aux cartes de toute façon juste après. Il y a le codex et le deck d'anomalie. Donc le deck d'anomalie qui va forcément jouer avec ses jetons anomalies.
et on nous dit quel deck d'anomalie on utilise. Il y en a 3 de base dans la boîte. Je vais vous faire voir. Ça, c'est un deck d'anomalie. Ça, c'est sous forme de carte rencontre. Et les effets sur le deck d'anomalie vont dépendre aussi du contexte du plateau. Voilà, on a 3 decks d'anomalie. Donc je vais passer aux cartes, comme ça on en parlera en même temps, parce que dans le setup, c'est pas tout. Ici, c'est le setup qui présente le plateau et le scénario. Mais il y a un petit travail à faire dans le setup, c'est peut-être la partie la plus longue du jeu d'ailleurs. Alors, je vérifierai à ma deuxième partie quand je changerai de scénario, parce que quand on ne connaît pas, ça paraît toujours plus long. Mais, donc on a vu le deck d'anomalie. Pour chaque quartier, vous allez avoir un deck. Donc chaque quartier, là ici j'ai Southside, ici c'est des cartes, vous voyez leur verso, le dos de la carte. Et ici en fait c'est des rencontres qui sont liées au quartier. Et on a le nombre de cartes, il y a 8 par quartier. Ces cartes quartiers, donc on va prendre les decks des quartiers qui correspondent au plateau qu'on a mis en place, parce qu'ils ne sont pas tous. Donc on prend les decks et on va les composer. Comme je l'ai fait par exemple ici, j'ai un deck pour chaque quartier mis en jeu, plus le deck des rues. Parce que toutes les rues, par contre, on prend toutes les cartes rues, et on peut les utiliser potentiellement. Les cartes rues, vous voyez que les rencontres, elles vont dépendre du type de rue sur lequel on se trouve. Donc on a vu les cartes quartiers, mais il y a d'autres cartes qui correspondent au quartier, et qui ne sont pas les mêmes cartes, et pourtant elles ont le même dos. C'est ce gros tas ici, vous allez voir ici, et que vous allez voir que j'ai préparé dans une petite boîte faite par FFG, hein, par contre c'est en carton, donc c'est pour tenir le deck qu'on appelle le deck d'événements. On va avoir des événements par quartier, dépendant du scénario. Alors, je vais vous faire voir pourquoi. Ici, on a donc, dans le quartier Downtown, comme des rencontres, comme on a vu tout à l'heure sur les quartiers, sauf qu'il y a un petit jeton indice, qui veut dire que c'est des cartes événements, souvent, et surtout, il y a marqué Event Encounter, et le nom du scénario. Donc au début, quand on sélectionne un scénario, on va aller chercher toutes les cartes événements de quartier du scénario. Donc là, c'est facile, hein, il suffit de prendre le nom du scénario, on les prend toutes ensemble. On va les mélanger. Et en fait, après, arrive là... donc on va les mélanger et on les met dans le deck d'événements. Donc ça veut dire qu'au début du jeu, on a un deck d'événements qui se place là-dedans, qui sera ici. Alors pourquoi ils ont fait cette boîte-là? Pour pouvoir tirer des cartes du devant et des cartes du derrière. Donc, celle de derrière, on ne sait pas ce qui va arriver, celle du devant, on se doute un petit peu. On sait dans quel quartier ça va arriver. Et puis quand je les fausse, je le mets en dessous, c'est assez pratique. Et on en arrive à la pose des indices. Qu'est-ce qui se passe quand je pose un indice quelque part, sur un quartier? C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a une action qui me dit de faire un spawn d'indices, un spawn entre guillemets, hein, donc il y a un indice dans un quartier, on prend un jeton indice, voilà, on va le placer on va d'abord piocher la carte. Et c'est là où il faut se rappeler si c'est devant ou derrière. Et pour pas vous dire de bêtises, je vais le vérifier tout de suite quand même. On prend la carte du dessus, donc ça veut dire que pour les indices, on va savoir où ils vont arriver. Dans quel quartier en tout cas. Donc le prochain indice, si je dois tirer un indice, ce sera ici. Et donc c'est une carte événement. Hein. On se rappelle qu'ici, j'ai que des cartes événements. Et c'est Downtown. Donc Downtown, si j'ai le quartier Downtown, ici, je place mon indice au milieu, d'accord? Il n'est pas sur un espace, il est dans le quartier. Ça veut dire que toutes les rencontres qui sont dans Downtown peuvent me permettre de récupérer l'indice. Et pourquoi? Cette carte-là, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, je vais la mélanger aux 2 premières cartes, donc lieu, hein, où il n'y a que des rencontres qui sont liées au lieu. Hop, je la mélange. Donc là, j'ai toujours ici. Hein. Et je la replace ici. Ça veut dire que quand j'ai un indice dans un quartier, je sais que pour récupérer cet indice,
il faudra que j'aille que je fasse une rencontre dans ce quartier, et que ce sera une des 3 premières cartes. Ça peut être la première, ça peut être la deuxième ou la troisième. Si j'ai un deuxième indice qui arrive, je fais la même chose. Donc plus j'aurai d'indices, plus j'aurai de chances de faire une rencontre qui vont me permettre de trouver des indices. Donc ça simule un peu le fait que s'il y a beaucoup d'indices quelque part, j'ai plus de chances de les trouver. Mais, donc dit comme ça, c'est finalement très simple. Hein. Quand je fais un spawn d'indices, je prends une carte événement, je vois en fonction du quartier, je place l'indice, et je mélange aux 2 premières cartes. Donc ma carte événement, qui a le même dos, donc, se trouve donc avec mes cartes de quartier. Et c'est en tirant les cartes de quartier qu'on fait des rencontres, et donc que potentiellement on va trouver des indices. Et cette manipulation, il faut qu'on la fasse au début du jeu. Alors, quand on découvre le jeu et qu'on fait le setup, ça paraît bizarre au départ, et ça paraît peut-être un petit peu lourd, en disant, bah, allez, je prends les 2 premières cartes, je mélange, et je mets l'indice, mais parce qu'au début du jeu, vous avez 2 endroits où il y a on prend les 2 premiers. Alors, je sais plus si c'est situé d'ailleurs sur le scénario, ou si on les prend au hasard, ou si on les tire au hasard. Non, ça risque d'être tiré au hasard, puisqu'il n'y a pas d'indication ici sur le scénario. Donc voilà, on prend les 2 premiers, on va prendre dans le scénario 2, je crois, 2 indices, et on les placera, donc ça veut dire qu'on fera cette manipulation-là dès le début du jeu pendant le setup. Donc ça ajoute au setup, alors qu'en fait, on fait 2 fois l'action de spawn d'indices qui correspond à l'action classique dans le jeu. Donc je pense qu'une fois qu'on est habitué à la façon dont ça fonctionne, le setup est finalement relativement rapide. Donc voilà, on aura donc des cartes événements liées au scénario et liées au lieu, dans les decks de lieux, qui vont s'ajouter au fur et à mesure qu'on aura des indices sur le plateau. La quête des indices est un point assez central du jeu, j'ai l'impression. Alors pour vous rassurer, même si on cherche des indices, la découverte d'indices ne va pas forcément dépendre d'un jet de dés. Et là je trouve que c'est assez important. Si vous ratez tous vos jets de dés, ça ne veut pas dire que vous n'aurez aucun indice. Parce que parfois sur les rencontres, vous allez voir ça décrit la situation, ça décrit qu'est-ce qui se passe dans le quartier, qu'est-ce qui vous arrive. Ça vous dit potentiellement, bah tiens, faites spawner un indice, il n'y a pas de jet de dés à faire, ou prenez un indice du lieu où vous vous trouvez, sans jet de dés, et ensuite parfois vous avez un test parce qu'il arrive quelque chose, parce que vous risquez de prendre une horreur, ou une blessure, ou d'autres choses. Donc le jet de dés va pas forcément vous faire rater l'indice. Il aura des conséquences, plus ou moins importantes, pas trop finalement, vu la longueur du jeu, mais c'est pas ça qui va vous faire rater les indices. Et heureusement, parce que c'est le cœur du jeu. Donc si jamais le cœur du jeu était basé sur des jets de dés uniquement pour la récupération d'indices, je pense qu'on aurait un jeu un peu cassé et un peu frustrant. Donc on a vu les cartes lieux et les cartes événements en même temps, donc qui ont le même dos. Carte événement, je rappelle, dépendante du scénario et avec des dos qui correspondent au lieu. Les cartes lieux qui correspondent au lieu du plateau. Donc les cartes anomalies, on les a vues, ce sont les dos comme ça. On a les cartes de départ pour les joueurs, parce que sur le setup, sur les cartes sur les fiches des joueurs, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'équipement de départ. Bah, vous avez en fait les cartes de départ des joueurs qui sont ici. Donc c'est facile de les retrouver. Et de choisir quand il y a un choix à faire. Les cartes monstres. Alors, la carte monstre. Donc vous avez 2 côtés à la carte monstre. Le côté actif et le côté engagé ou exhausted. Avec le nom du monstre, le type. Monster, human, cultiste, on trouve toujours un peu les mêmes termes. Ici, vous avez les caractéristiques du monstre. Le premier, c'est le nombre de points de vie de dégâts qu'il faut lui faire pour l'éliminer. Ici, c'est un modificateur sur le combat. Je reviendrai après sur les tests. Et ici, un modificateur sur l'évasion. Ici, vous avez parfois du texte d'ambiance. Enfin, tout le temps, je crois d'ailleurs. Non, parfois. Et des capacités spéciales qui vous indiquent qu'est-ce qu'il y a de spécifique sur ce monstre. Ça peut être pendant son activation, pendant le combat, après le combat. Le côté actif, quand le monstre apparaît, on indique ici, alors évidemment c'est le mauvais exemple, je sais pas d'endroit où il n'y a pas marqué où est-ce qu'il spawn.
Je vais en prendre un autre. Voilà. Ici, il est marqué spawn à unstable space. Donc le unstable space, c'est une règle particulière du jeu qui utilise en fait les cartes événements défaussées pour vous dire où est-ce que c'est l'unstable space. Le lieu instable, si c'est pas une mauvaise traduction que je fais. Sur les cartes événements, vous avez ici un petit icône de Doom Token. Donc ce petit icône, il va vous servir pour placer des Doom Tokens. On verra dans le tour de jeu comment ça se passe. Et il indiquera aussi, puisque c'est la dernière carte défaussée, le Unstable Space. Voilà. Donc le Unstable Space va te servir pour le spawn, mais aussi pour diriger les monstres de temps en temps. Et ensuite, vous avez le type de monstre. Il y a 3 types de monstres. Il y a Hunter, Lurker et je ne sais plus lequel, le 3e, qui vont avoir une façon de se déplacer différente. Et ils se déplacent en suivant cette règle ici, et d'un nombre de lieux égal, enfin au maximum de ça. Si jamais en route il rencontre un investigateur, il s'arrête et il l'engage. Ça veut dire que sur le plateau, vous n'aurez pas forcément affaire à des monstres en permanence. Vous pourrez essayer de leur échapper, vous pourrez voir de combien ils se déplacent, vers qui ils vont se déplacer. Il n'y a pas trop de hasard par rapport à ça. Donc là, c'était un spawn at unstable space, mais sinon, il y a d'autres conditions de spawn. Ici, c'est le leader le plus proche. Spawn at street nearest leader. Donc ici, la rue la plus proche du leader. Parfois, ça va être lié aux caractéristiques, à la force, à l'observation. Voilà, différentes conditions pour spawner les monstres. Ici, on a les marqueurs qui correspondent au personnage. Très classique. On a les petites cartes habituelles du jeu FFG. Les alliés. Donc les alliés, rien d'extraordinaire, qui peuvent prendre des dégâts aussi à votre place. S'ils se mettent devant vous, enfin si vous décidez qu'ils vont se mettre devant vous. Des sorts, des spells. Des objets uniques qui ne viendront en jeu que si c'est indiqué. Des conditions, maudits, bénis, ainsi de suite. Donc là, les monstres, et les objets. Donc les objets, avec le coût de l'objet, si on le porte à une main ou si c'est à 2 mains, et l'effet de l'objet, et le type, évidemment. On a du item, du common, curio, et ainsi de suite. Je ne sais pas s'il y en a d'autres ici, item common. Voilà les items. Donc tous les decks sont rangés comme ça, et on peut piocher depuis le deck si on a besoin, si le jeu nous le dit. Pour les items, on va avoir ce qu'ils appellent un display, des items disponibles. Donc le display, il sera accessible si on vous demande d'acheter, vous pouvez acheter parmi le display, avec évidemment vous avez le coût en haut à gauche. Donc je répète, c'est pas une action d'achat, il n'y a pas une action permanente d'achat. Je ne peux pas acheter n'importe où. Il faut que j'ai des cartes rencontres qui me permettent de faire l'action d'acheter. Et il y a le coût qui se trouve ici. Donc on peut acheter du display, il y a 5 cartes qui sont en display, on remplace la carte quand on a acheté. Et évidemment, quand on nous dit qu'on trouve un objet d'un certain type, on pioche jusqu'à trouver le bon type, et on le prend, et on mélange le reste. Et enfin... Non, pas enfin. Si, enfin. Les cartes du codex. Alors, vous voyez ces cartes-là. Voilà, je vous les mets de loin. Vous ne verrez pas le texte. Donc, les cartes du codex, c'est ce qui va rendre le jeu scénarisé. Donc, en fonction du scénario, on l'a vu tout à l'heure sur le scénario que je vous ai présenté, qui nous demande de mettre en jeu. D'ailleurs, ça va être très intéressant. Maintenant que je connais un petit peu, de mettre en jeu, dans la finalisation du setup, des cartes de codex. Les cartes de codex, c'est quoi ? C'est la partie variable des règles du jeu. La partie scénarisée des règles du jeu. Donc, qui vont être contextuelles par rapport à votre scénario, par rapport à l'histoire que ça va raconter, qui vont déjà avoir souvent du texte assez important d'explication, donc qui va décrire la scène, décrire ce qui se passe. Les cartes sont recto verso. Spoil, avec Toulouse. Les cartes sont recto verso.
Le devant, c'est là où il y a le numéro de la carte du codex en haut à gauche en gros. Et l'autre côté, il est aussi d'ailleurs. Et c'est quoi du coup la différence? Si je la regarde ici... Ah ça c'est marrant, je pensais que c'était différent. Ah si, pour la plupart, il n'y a pas le numéro ensuite derrière, en haut à gauche. Sauf pour la 1 et la 2. Voilà, donc on aura des règles, et vous allez voir qu'ici, on indique à chaque fois, il y a des petites règles particulières, soit de déclenchement, soit des actions supplémentaires, soit voilà, qui vous dit, si jamais il y a 3 indices sur la carte du scénario, voilà ce qui va se passer, il faut rajouter une carte, il faut en enlever une autre, et le codex, en fait, vous allez ajouter les cartes sur un côté du plateau, et ça va être le côté vivant du scénario qui va changer au fur et à mesure que le jeu évolue, de vos actions. Donc c'est super sympa. Ça pour moi c'est le gros changement du jeu. Au-delà de la simplification de règles ou de la fluidification des règles, le gros changement du jeu c'est que voilà, vous avez une partie scénarisée, une partie contexte qui est peut-être plus importante que sur le jeu de plateau deuxième édition. Par rapport aux contrées de l'horreur, maintenant qu'elles ont plein d'extensions, j'ai du mal à dire. Je pense pas qu'il n'y avait pas le système de codex. Il y a peut-être plus d'aventures et de quêtes personnelles, mais il n'y avait pas ce système de codex qui est un peu inspiré du JCE, un peu de Fallout, quelque part, puisqu'on va placer des cartes, on va se dire, chercher une carte dans le codex, là, comme si on rajoutait une page de livre, et vous la rajoutez dans votre ligne de codex, elle fait partie du jeu. Sachant qu'il y a des conditions qui vont dire, retournez la carte. Que ce soit bon ou mauvais. On se doute que quand c'est des Doom tokens, c'est pas bon, et que quand c'est des indices, ça fait évoluer, même si c'est pas bon, ça fait évoluer l'histoire. Donc voilà, le codex, donc c'est la partie découverte du jeu. Quand on aura fait, je pense, les 4 scénarios, il y a peut-être une partie de carte qu'on connaîtra, et on saura comment elle fonctionne. Mais je trouve que c'est un côté intéressant, et ça promet de belles extensions. Pas que des extensions avec du plateau en plus, mais à la limite, on pourrait se dire, mais seulement des cartes scénario et des cartes de codex, et vous changez votre jeu. Vous changez complètement le jeu. Pas la mécanique de base, mais vous changez l'histoire. Et ça, c'est sympa. En espérant qu'ils ne nous facturent pas comme un nouveau jeu de plateau. Donc voilà les cartes codex. Les dernières cartes qui restent, ce sont les cartes d'aide avec les différentes actions du joueur et le tour de jeu. Et vous allez voir que le tour de jeu, il est comme ça, il est très simple à mémoriser. Une fois qu'on a fait 2, on est parti, on a l'habitude, on sait ce qu'il faut faire. Même les événements qui arrivent, on sait comment les gérer, comme le coup des indices ou des monstres à spawner. Un jeu, simplifié par rapport au premier. Je pense que je ne suis pas... À part pour les jetons de mythos, parce que vous avez une petite explication... Alors les règles, elles sont en 2 parties, comme dans tous les jeux FFG maintenant. Vous avez les références. Alors j'aime pas trop la référence, parce que je crois qu'il n'y a pas de numéro de page, mais que des numéros de paragraphe. Voilà, vous avez ici les noms, c'est bien, et le numéro de paragraphe. Moi j'aurais préféré un numéro de page, parce que sinon ça m'oblige quand même, en plus d'aller voir l'index, d'aller chercher. Et vu que c'est par ordre alphabétique, à la limite, autant chercher directement. Et donc vous avez ce livre de référence, plus le livre de règles. Pour commencer la partie directement, vous le prenez, vous suivez exactement les phases, et il n'y a pas de souci. C'est super clair, j'ai pas eu de souci majeur pour ça. Ah, j'ai oublié un type de carte. J'ai oublié un type de carte. Les gros titres, les headlines, ce sont des titres des journaux. Pour toutes les parties, vous tirez 13 cartes. Parmi toutes ces cartes-là, donc j'imagine qu'il y en aura d'autres au fur et à mesure des extensions, vous allez tirer 13 cartes, donc ce ne seront jamais les mêmes. Vous mélangez vos cartes, vous en prenez 13, et ce seront les gros titres. Et les gros titres, ils arriveront avec les jetons de mythe. Donc parfois, vous aurez un gros titre qui va influencer votre jeu. Donc pas tout le temps en bien, ça peut être en bien ou en mal, souvent en mal, pour des petites blessures, des petites horreurs, des choses que vous apprenez. Voilà, c'est des articles de journaux. Ça simule la partie articles de journaux. Toutes les news qu'on peut lire. Et elles ont une influence aussi au niveau de la fin de jeu, je crois. Voilà pour la présentation du matériel. Donc c'était la présentation du matériel de Arkham Horror. Dans une prochaine vidéo, nous expliquerons le tour de jeu.